sémiologie digestive, après l'introduction à la sémiologie, et l'examen d'un malade en pratique gastro-entérologique. Le principe de l'examen en gastro-entérologie, c'est le même que les autres disciplines. En insistant sur l'importance capitale de l'interrogatoire. Je l'ai déjà vu lors du cours introductif, mais je le répète, il est très, très important de préciser avec clarté les symptômes et leurs particularités sémiologiques. L'apport de l'examen physique en gastro, c'est en deuxième lieu à la recherche de signes objectifs. L'interrogatoire étant, le but principal de l'interrogatoire, c'est recueillir les signes fonctionnels qui restent subjectifs. Et l'examen physique, il donne les signes objectifs, positifs ou parfois négatifs, donc ils vont orienter notre démarche diagnostique vers les hypothèses diagnostiques. Voilà le plan de la présentation. Donc, on a deux grandes parties. On va pas trop insister sur l'interrogatoire. On va rappeler l'importance du recueil des antécédents, des habitudes, des signes fonctionnels, des signes généraux. Et on va insister pour l'examen physique sur les principes, l'aspect général et le comportement du patient qu'il faudra préciser, bien regarder nos patients, et puis on va entamer l'examen de l'abdomen proprement dit, avec ses différentes étapes, l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. On ne va pas terminer le cours sans insister sur l'importance des autres gestes indispensables donc, pour permettre un examen physique complet. Interrogatoire. Donc, je vous ai montré déjà ces diapos et en particulier la deuxième photo. Ça, c'est pour ne pas insister sur le caractère entre guillemets odieux, non, mais c'est un interrogatoire qui est policier. Il faut préciser les détails avec le maximum de précision possible, la date, le délai, etc. Donc, vous avez tout vu avec donc, le cours des symptômes. C'est pour insister sur l'importance d'être au maximum précis et donc d'amener nos patients à être précis dans leurs réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc les mettre sur la discussion et je vais par la suite, à la fin de la présentation, répondre. Alors, l'interrogatoire, la première information, c'est l'âge. Pourquoi l'âge? C'est quoi l'importance de l'âge? Donc, vous voyez, on va prendre un exemple, vous allez comprendre. Je pense que vous savez que différents symptômes, le même symptôme chez un enfant, il peut évoquer par ordre de priorité, par ordre de prévalence, certaines pathologies qui ne sont pas forcément les mêmes chez ces jeunes gens, donc adolescents et jeunes. Et forcément, ce n'est pas les premiers diagnostics à évoquer chez les sujets âgés. Prenons l'exemple de la diarrhée, une diarrhée chronique par exemple. Chez l'enfant, on pense plutôt, en tout cas en premier lieu, en absence de terrain particulier, à une pathologie fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable. Pour les jeunes gens, certes, il y a la part fonctionnelle, mais aussi, on pense aussi, on a le droit de penser avec donc en premier lieu à des pathologies inflammatoires, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn par exemple. Et pour les sujets âgés, on pense face à une diarrhée chronique plutôt en premier lieu aux pathologies néoplasiques. Donc l'âge, c'est un élément capital, c'est un élément important, très important à préciser lors de l'interrogatoire. Alors, les antécédents, notamment personnels et familiaux, et donc, pour les antécédents personnels, il faut préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux. Pour insister encore, les antécédents médicaux, il ne s'agit pas de dire j'ai un patient qui a un diabète insulinodépendant. Non. Le diabète, depuis quand? La date de début, le médecin traitant, c'est qui? L'adresse, le numéro de téléphone, la liste des médicaments pris par ce patient ou prescrits par son médecin traitant, et puis la qualité du suivi et l'observance thérapeutique de ces médicaments. C'est très important. Parfois, ça résout le problème. Par exemple, face à une constipation, une patiente qui est suivie pour une hypothyroïdie, si vous ne posez pas la question, madame, est-ce que vous prenez votre traitement correctement? Quel est le résultat? Quelle est la date de la dernière consultation avec votre médecin traitant, endocrinologue ou généraliste? Et le bilan thyroïdien, comment il est? Peut-être elle va vous répondre, elle va vous dire oui, ça fait longtemps que je n'ai pas pris, ou je prends mal, ou un jour sur deux, etc. Et donc, vous avez la réponse.
Très probablement, c'est une hypothyroïdie et mal équilibrée qui entraîne la constipation. Donc, c'est très important de poser la question des antécédents, de tous les antécédents, de les lister avec leurs médicaments, avec les adresses, les médecins traitants, etc. Pour les antécédents chirurgicaux, c'est pareil, c'est la même chose. La date, même si c'est une appendicectomie qui date de plus que 10 ans, peut-être le patient ne fait pas le lien, mais vous pouvez faire le lien. Si c'était une appendicectomie qui était compliquée, avec apparition d'une fistule, avec des complications infectieuses, etc., et puis votre patient vous consulte après quelques années avec une diarrhée chronique, avec des douleurs, etc., donc le premier diagnostic, conforté par cette notion de problème post-opératoire d'une chirurgie, c'est la maladie de Crohn. Donc, c'est très important de préciser tous les antécédents chirurgicaux, la date, le lieu, les suites opératoires, mais aussi les antécédents familiaux. Certes, je vous ai donné en premier lieu néoplasique, mais s'il a un père qui est décédé d'un cancer du côlon à l'âge de 60 ans, de 50 ans, un frère, un oncle, s'il a des antécédents chargés de néoplasie dans la famille, ça devient la cause la première cause en tout cas à éliminer, même s'il n'a que 30 ans. Donc c'est très important, le terrain, les antécédents familiaux. La maladie ulcéreuse gastro-duodénale est très rare chez les jeunes de moins de 20 ans, de 15 ans, par exemple. Mais si la fille ou le jeune homme, il a déjà un père qui est ulcéreux, donc une famille d'ulcéreux, un frère, etc., c'est possible, ça devient plus probable. Donc là, la notion de terrain est très capitale. Je pense qu'on vous a déjà parlé de ça. N'hésitez pas, bien sûr, à chercher l'information de la source. Appelez le médecin traitant si possible. Si vous avez, très souvent, on a malheureusement des patients qui n'ont pas vraiment l'information exacte, de fait peut-être d'un niveau intellectuel, d'une insouciance parfois, et donc parfois même ils cachent des informations. C'est très très important d'appeler le médecin traitant, de chercher s'il y a lieu d'avoir des éléments objectifs. Et si on n'arrive pas à contacter, ou alors on a besoin plus souvent d'éléments objectifs, tels que donc l'ordonnance de traitement, tel que le compte rendu opératoire. Donc, n'hésitez pas à le demander, à le rechercher donc, par le patient ou en appelant donc, les confrères. L'interrogatoire ne se résume pas uniquement aux antécédents. Donc, il faudra attendre un peu avant de parler des symptômes et de chercher les habitudes. La profession, le terrain, l'exposition, le niveau socio-économique. Vous savez, par exemple, que la tuberculose, elle est fréquente chez nous, mais surtout dans les milieux socio-économiques défavorisés, où il y a la promiscuité. L'alcoolisme, et là, en pathologie hépatogastro-entérologique, donc les tumeurs de l'œsophage, donc c'est plus fréquent chez les alcoolotabagiques, la pathologie hépatique, l'hépatite alcoolique, l'atteinte pancréatique. Donc, si vous avez des symptômes qui peuvent évoquer l'une de ces pathologies avec un terrain alcoolique, là, ça devient des pathologies probables. Le tabagisme, l'alcoolisme et le tabagisme doivent être chiffrés. Il y a des formules et il y a des valeurs seuil à partir desquelles il y a un risque plus élevé pour certaines pathologies. La toxicomanie, notamment s'il y a un problème hépatique, à rechercher, c'est un facteur de risque d'hépatite virale, notamment B et C. Pareil pour les scarifications. Et donc, les habitudes, les tatouages. Donc, tout ça pour vous dire qu'avant d'examiner notre patient, il faut prendre le temps de bien interroger notre patient sur son âge, sur son terrain, ses antécédents, personnels et familiaux et ses habitudes. Et il faut faire attention de bien poser les questions, les bonnes questions. Et si vous avez des doutes, il faut revenir au patient, lui demander d'une autre manière. Donc, donc, questionner d'une autre façon et voir, donc, vérifier s'il vous a bien dit. Le tatouage, il y a une question pour le tatouage. Le tatouage, c'est connu, c'est un facteur de risque d'hépatite parce que tout simplement, on va faire introduire un corps étranger sous la peau. Il risque d'être infecté par le virus d'hépatite B et C. C'est connu. Donc, les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels,
Vous avez vu, je pense, le cours des signes fonctionnels digestifs qui est long. On ne va pas les détailler, bien sûr. C'est juste des exemples. Donc, il y a des signes fonctionnels digestifs et généralement, c'est pour lesquels le patient il consulte en premier lieu un gastro-entérologue. En tout cas, en pratique gastro-entérologique, même un généraliste. À titre d'exemple, les douleurs abdominales, la diarrhée, les vomissements, la constipation. Donc, il faut bien sûr préciser tous les détails sémiologiques donc, de ces différentes plaintes. Et aussi, il faudra rechercher, même si le patient n'en parle pas, les signes extradigestifs. Et l'exemple typique d'une cause extradigestive d'un symptôme digestif est l'hypertension intracrânienne. Donc, si un patient vous parle de vomissements incoercibles très importants, matinaux, donc en G, vous allez poser la question, est-ce que vous avez des céphalées? Parfois, le patient n'en parle pas. Oui, il vous dit, oui, c'est des douleurs très importantes le matin et je suis soulagée quand je vomis. Là, c'est très évocateur d'une hypertension intracrânienne et il faudra donc orienter le patient plutôt vers un neurologue que donc d'explorer sur le plan digestif. Donc ça, c'est très important de connaître les hypothèses diagnostiques de chaque symptôme, qu'il soit digestif ou extradigestif, et de les rechercher. Le deuxième exemple, c'est les douleurs articulaires en association avec diarrhée chronique. Ça évoquerait plutôt une maladie inflammatoire, d'accord, qu'une pathologie infectieuse ou néoplasique. Les douleurs thoraciques, qui peuvent être les symptômes d'un reflux gastro-œsophagien. Les exemples sont multiples. Tout ça, cette plaque, c'est pour vous dire qu'il faudra bien interroger, prendre le temps de tout noter, les signes fonctionnels en détail, que ce soit digestif et extra-digestif, après, bien sûr, les antécédents et le terrain. Les signes généraux, et donc on va terminer avec ça avant d'aller à l'examen physique. L'amaigrissement. L'amaigrissement, il ne suffit pas de dire « Oh, mon médecin, j'ai maigri ». Alors, combien? Il faut le chiffrer. L'importance en kilogrammes, si c'est possible. Donc, il y a 3 mois, j'avais 40 kilos. Maintenant, je ne pèse que 35. Il y a 3 mois, je pesais 70 kilos, etc. La rapidité d'installation. Et c'est très important. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui a perdu 20 kilos en 2 mois, là, le retentissement est majeur. Il faut craindre les pathologies graves. Tandis que quelqu'un qui a perdu en 2 ans 2 kilos ou 3 kilos, là, c'est probablement un élément qui n'est pas en relation avec sa pathologie. En tout cas, ça ne témoigne pas de la gravité de la situation. Alors, bien sûr, le poids tout seul, ça dépend de la taille. Donc, idéalement, il faut mesurer l'index de masse corporelle. Vous voyez la formule. Et donc, voir si le patient, par exemple, est-ce qu'il est dénutri ou pas. Donc, si, par exemple, cet index est inférieur à 18, là, il y a une maigreur et donc, il y a un retentissement. Donc, en plus de l'amaigrissement, le deuxième signe général, c'est l'anorexie. Et là, c'est un élément très important, l'anorexie. Un élément important parce que c'est le témoin. Vous savez, c'est quoi l'anorexie? C'est la perte de l'appétit. Il faut différencier, notamment en gastro-entérologie, de l'autorestriction alimentaire. C'est-à-dire, il y a des patients qui gardent l'appétit. Quand ils regardent l'alimentation, ils veulent manger, ils ont faim, ils sentent la faim. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'ils mangent, ils ont des douleurs abdominales, une diarrhée. Et de ce fait, ils vont diminuer l'alimentation. C'est une autorestriction alimentaire. C'est très différent de l'anorexie. C'est très différent en termes d'hypothèse diagnostique de cause possible. L'anorexie est causée, par exemple, entre autres par les pathologies néoplasiques. L'autorestriction alimentaire, là, il faut penser à une ischémie mésentérique, un problème donc stimulé par l'alimentation, pas forcément néoplasique. Alors, l'asthénie, c'est la fatigue qui peut être physique, donc psychique ou sexuelle, donc sexuelle. Et donc, c'est un troisième signe général qu'il faudra rechercher. L'altération de l'état général, c'est l'association de ces 3 signes, ou d'au moins 2 de ces 3 signes. Donc, on va passer maintenant à l'examen physique. Et les principes de l'examen physique. Avant d'entamer l'examen physique abdominal, donc proprement dit, on va voir les principes. D'abord, c'est respecter le malade. Respecter le malade, c'est-à-dire ne pas l'examiner dans une chambre où il y a des accompagnants, où il y a d'autres patients, où on va le dévêtir, etc. Donc, il faut l'isoler dans une chambre ou, au pire, mettre des paravents. Il faudra lui parler.
lui expliquer ce qu'on va faire, demander donc son aide. Donc ça, c'est pour tout examen. C'est un examen qui doit être rigoureux et complet. Donc au maximum, on va retirer le maximum d'informations et donc il faut que ce soit un examen complet. Essayez d'agir du plus simple au plus gênant. On va commencer par exemple par l'examen abdominal. Puis par la suite, donc, on va aller peut-être donc faire un toucher rectal. Il faudra mesurer, avoir donc la précision. On va voir quelques mesures, mais idéalement, il faut transcrire sur un schéma. Par exemple, donc, si on a un patient qui présente une splénomégalie, là, c'est l'augmentation de la rate au niveau de l'hypocondre gauche. Vous voyez, ça, c'est des examens progressifs. La première fois, on a trouvé juste une pointe de rate. La deuxième, c'est ça. La troisième. Et on peut faire même un calque. Un calque où on va à chaque fois dessiner les bordures donc, de la rate, donc les limites. Alors, ça y est, on va commencer proprement dit notre examen de notre patient. On va le regarder tout d'abord. Comment il est? Son aspect général. Il y a un signe capital, en tout cas, surtout en pathologie hépato-gastro-entérologie, c'est l'ictère. Il faudra rechercher l'ictère. La couleur jaunâtre des conjonctifs, vous voyez, si vous voyez ici donc, la coloration des conjonctifs, donc je préfère que vos questions soient par écrit. Hein. Si vous voulez parler, je pense que ça va perturber un petit peu le cours. Donc, vous pouvez poser la question et si jamais j'ai la réponse, je vais vous répondre immédiatement. Sinon, je vais la laisser à la fin du cours. Donc, l'ictère conjonctival, vous regardez ici la photo du patient. Les signes d'imprégnation éthylique, et là, il faut faire attention. Regardez bien donc, le visage de cette célébrité, c'est le visage typique d'un alcoolique. C'est quelqu'un qui a un visage bouffu, rouge, avec des varicosités au niveau des pommettes. Donc, il n'y a pas que le regard, il y a aussi les mouvements, l'haleine, les difficultés de jugement, etc. Donc là, c'est des signes d'imprégnation éthylique que, malheureusement, dans notre population, dans notre société, on risque d'avoir des patients qui vont diminuer un petit peu donc, leur consommation en alcool ou même la nier. Et si vous avez des signes objectifs, là, vous avez donc, pratiquement la certitude que votre patient ne vous dit pas tout. Donc, vous allez insister dans l'interrogatoire pour essayer d'avoir l'information vraie. La dénutrition, et là, c'est clair, c'est des images caricaturales, mais donc, il faut bien regarder votre patient. Est-ce que sa masse musculaire est bien? Est-ce qu'il y a un amaigrissement vraiment? Donc, regardez son état, comment il est, et bien sûr, des signes de déshydratation, etc. On ne peut pas détailler tout. Donc, vous avez compris le principe, c'est de regarder votre patient. Ne pas s'arrêter, l'interroger sans bien voir donc, le non-dit, c'est donc le message du corps du patient. L'ictère, donc l'ictère, c'est la jaunisse. La jaunisse, c'est, vous allez avoir des cours l'année prochaine sur les sémiologies intégrées, etc. Je ne peux pas vous dire toutes les causes de l'ictère, mais il faut savoir que c'est un signe de l'élévation de la bilirubine dans le sang et ça peut être causé par un problème hépatique ou hémolytique, hémolyse donc, du sang, exagération d'hémolyse. Donc, c'est un problème qui va orienter vers plusieurs pathologies possibles en fonction du terrain. Donc, vous allez l'année prochaine, vous allez avoir des cours de sémiologie intégrée, de la conduite à tenir face à un ictère. C'est la jaunisse, d'accord? Donc, on revient à notre examen physique. Et avant de faire l'examen, il faut connaître les 9 régions de l'abdomen. C'est un rappel, je suppose. Donc, il y a 9 cadrans de l'abdomen. Donc, vous allez suivre donc, ce curseur. Donc, au milieu, on a la région ombilicale. À droite et à gauche, c'est les deux flancs, droit et gauche. Au-dessus, au milieu, c'est la région épigastrique. Et au-dessous, c'est la région hypogastrique. En haut, de part et d'autre, c'est les deux hypocondres, droit et gauche. Et en bas, c'est les deux fossés iliaques, droite et gauche. Là, il faut les connaître parce qu'on va examiner 4 ans par 4 ans. Et si jamais vous avez une anomalie, par exemple une masse abdominale, vous allez dire j'ai trouvé une masse périombilicale, par exemple, ou une masse de la fosse iliaque de droite. Donc là, il faut vraiment connaître toutes les régions de l'abdomen. Les 4 étapes que vous devriez connaître et donc
réaliser, à chaque fois que vous allez être amené à faire un examen abdominal, c'est l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Et j'espère qu'une fois cette crise de corona va se terminer enfin, vous allez venir dans le service et on va faire l'examen abdominal en pratique. L'inspection. D'abord, il faut regarder l'abdomen, comment il respire. Comment il va respirer notre abdomen? Est-ce qu'il va suivre les mouvements respiratoires ou alors il y a un problème dans la respiration? Est-ce qu'il y a les mouvements respiratoires ne sont pas adaptés à la respiration? S'il y a une respiration paradoxale. Les cicatrices. Et les cicatrices peuvent trahir un antécédent chirurgical que le patient a oublié de parler ou qu'il a voulu ne pas, pour une raison ou une autre, ne pas en parler. Par exemple, vous avez ici la cicatrice, là, suivez le curseur, d'une appendicectomie. Une cicatrice de McBurney, on va dire ça, l'intervention pour l'appendicectomie, ça s'appelle l'intervention de McBurney. Donc là, c'est une cicatrice d'appendicectomie. Si le patient a oublié de vous dire qu'il a été déjà appendicectomisé, et vous allez l'examiner, vous allez lui dire, mais c'est quoi cette cicatrice? Est-ce que ce n'est pas une appendicectomie? Donc là, il faut bien regarder votre abdomen. Alors, la déformation, ça c'est des cas caricaturaux, il faut bien regarder. Est-ce qu'il y a une déformation? Si elle est là, il faut la décrire. C'est une voussure, par exemple, dans ce cas-là, asymétrique. Elle est plutôt au niveau, elle prend toute la partie gauche de l'abdomen, elle empiète un petit peu au niveau de la fosse iliaque droite. Donc, c'est une voussure, une déformation qu'on voit déjà avant de la palper. La distension abdominale, parfois, elle est surtout l'abdomen. Par exemple, ici, vous avez un patient qui a une ascite, donc de l'eau, dans le péritoire, et donc il y a une distension harmonieuse, et là il a aussi une hernie ombilicale. Donc l'hernie, c'est la défaillance de la paroi abdominale qui va faire passer de temps en temps les anses digestives ou les plans à travers cette déhiscence, d'accord? Donc ça c'est un exemple d'une hernie abdominale ombilicale. À la circulation veineuse collatérale, vous voyez ici, on peut la voir là. Vous suivez, je ne sais pas si c'est clair. Donc là, suivez le curseur. Donc c'est une augmentation de la circulation veineuse qui devient sous-cutanée, qui devient évidente, qui est augmentée et c'est témoin généralement d'une hypertension portable. Alors, après l'inspection, on va palper notre abdomen. Donc, la position de l'examen abdominal, elle doit être respectée pour permettre la décontraction des muscles abdominaux. Donc, le patient, au mieux, il est sur le décubitus dorsal, il a la tête à plat. On va enlever l'oreiller, tout ce que vous voulez. Donc, le dos, la tête sur le même niveau, sur le même plan. Et on va lui demander de fléchir un petit peu les jambes pour relâcher la paroi abdominale. Le patient doit être décontracté, il faut lui expliquer que ce n'est pas douloureux, il faut donc lui demander de se relâcher au maximum. Alors, la respiration doit être calme, ni trop importante, ni trop faible. L'examinateur doit mettre au mieux à droite du patient, sauf pour examiner la rate, il vaut mieux qu'il soit à gauche pour voir s'il y a une splénomégalie. Les mains à réchauffer et à plat. On va essayer donc de ne pas mettre comme ça en griffure, mais à plat et de palper avec le pulpe du doigt qui est le plus sensible. On va demander à la patiente ou au patient de préciser quelles sont les régions douloureuses et il faut les éviter au début. Donc, on va commencer par les régions les moins douloureuses pour aller vers les régions douloureuses. On va palper tout d'abord doucement, puis appuyer. Donc, s'il vous dit qu'il a mal, par exemple, au niveau de la fosse iliaque droite, on va commencer par la fosse iliaque gauche, la partie haute, etc., cadran par cadran, jusqu'à arriver à la fin vers la fosse iliaque droite, commencer doucement et puis appuyer si le patient n'a pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher au cours de la palpation? Bien sûr, on va palper s'il y a une masse, etc. Mais entre autres, on va chercher s'il y a une splénomégalie, par exemple. Et j'ai dit déjà qu'il vaut mieux se placer à gauche quand on cherche la splénomégalie. Donc, regardez sur le schéma,
La splénomégalie, c'est l'augmentation anormale de la rate. Normalement, la rate, elle ne doit pas dépasser le rebord costal gauche. Normalement, elle n'est pas palpable, la rate. Normalement, cette main de l'examinateur ne touche rien si le patient n'a pas de splénomégalie. Donc, en présence de splénomégalie, il va essayer de la palper, il va palper une masse. D'accord? Et je tiens à vous informer que j'ai fait une vidéo avec des externes en deuxième année. C'était avant la sémiologie, on enseignait en deuxième année, ils étaient en stage. On a fait une belle vidéo pour l'examen d'une patiente qui a une splénomégalie, une hépatomégalie. Donc, je viens de le mettre sur la plateforme. Vous pouvez par la suite le regarder et donc voir un petit peu quelques détails concernant donc, ces deux anomalies, la splénomégalie et l'hépatomégalie. Et j'espère pouvoir aussi mettre donc d'ici le lendemain une autre vidéo concernant l'examen d'un patient qui a une acide et rechercher donc splénomégalie et hépatomégalie en fait. Alors donc, l'hépatomégalie justement, en fait, l'examen du foie, il va essayer de voir, de préciser la flèche hépatique. Sa valeur normale, elle est entre 8 et 12 cm. D'accord? Donc, si elle dépasse 12 cm, on parle d'une hépatomégalie. Et généralement, un foie normal n'est pas palpable. Donc, si on palpe le foie, et cette fois-ci dans l'hypocondre de Roy, c'est que très probablement, il y a une hépatomégalie. Il faudra préciser et chiffrer en mesurant la flèche hépatique. La mesure de la flèche hépatique se fait par la palpation et la percussion, la deuxième étape. D'accord, donc la palpation, elle va essayer de voir s'il n'y a pas donc, le bord inférieur du foie, si on ne peut pas le palper, est-ce qu'on peut le palper ou pas. Donc, parfois, quand on demande à la personne de vraiment de faire une inspiration profonde pour faire abaisser le bord inférieur du foie, on arrive à le toucher. Et donc là, et bien sûr, s'il y a une hépatomégalie, on va le toucher et on va préciser avec un stylo le niveau. Donc ici, regardez le curseur, le niveau sur la ligne mamelonnaire ou médioclaviculaire, donc le niveau du bord inférieur du foie. Par exemple, ici, on va mettre une trace par le stylo. Si on n'arrive pas à palper, on peut s'aider de la percussion. Donc, en percutant la différence entre la matité hépatique, ici, et la sonorité abdominale, là où il y a les gaz digestifs. Et là, on peut préciser le bord inférieur du foie. Pour le bord supérieur, pour palper une flèche, pour mesurer la flèche, donc il faudra avoir cette distance, là, c'est ça la flèche hépatique. Donc, en haut, on ne peut pas palper, bien sûr, on peut faire la percussion en mettant les doigts entre les côtes. Et on va percuter donc au-dessus, comme vous voyez ici le schéma. Là, c'est le bord inférieur, mais on peut palper ici dans le bord supérieur. Là, cette fois-ci, c'est la limite supérieure de la flèche hépatique. La limite supérieure de la flèche hépatique, c'est la limite entre la sonorité en haut. La sonorité, c'est lié au gaz dans le poumon, à l'air inspiré, donc à l'air respiré, et la matité en bas correspond à l'air hépatique. Donc là, la flèche hépatique, on va avoir une limite en haut et une limite en bas sur la ligne médioclaviculaire et on va mesurer avec une règle, à l'aide d'une règle. Si c'est inférieur à 8 cm, c'est une atrophie du foie. Si c'est supérieur à 12 cm, c'est une hépatomégalie. Et très souvent, quand il y a une hépatomégalie, on peut palper le foie. Alors, si on a une hépatomégalie, il faudra préciser la surface du foie, la surface palpée, bien sûr. Donc là, cette surface, on peut la palper. Et si le foie est encore plus gros, normalement, on peut voir toute cette surface qu'on pourra palper ici. Si la surface normale du foie elle est régulière, mais si la surface est nodulaire, ça peut évoquer certains diagnostics tels que donc, un foie tumoral, que ce soit métastatique ou tumeur primitive, ou alors un foie de cirrhose. Cirrhose ou talayuf al-kabid, c'est le stade le plus avancé de la fibrose hépatique. Alors, la consistance aussi, donc on peut palper la surface, donc est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière, mais aussi on va palper un petit peu d'une manière donc plus importante, plus appuyée pour voir la consistance. Est-ce que c'est dur? Parfois, on palpe le foie et on trouve une sensation de pierreuse, et là, c'est très très probablement un foie tumoral, une tumeur du foie. Donc, si vous palpez une hépatomégalie pierreuse, dure, c'est un foie tumoral jusqu'à preuve du contraire. Donc, imaginez un patient qui vous consulte pour douleur de l'hypocondre droit ou pour une autre symptomatologie
altération de l'état général, pour diarrhée récente, chronique, donc, qui survient avec du sang, etc., et vous trouvez un foie tumoral, vous allez évoquer un hépatomégalie dure, par exemple une tumeur du côlon avec des métastases hépatiques sur l'examen abdominal, ou alors un cancer du foie primitif, donc si vous avez juste des douleurs du foie. D'accord? Donc là, l'examen abdominal acquiert un élément très, très important, donc il va donner des informations très importantes. Donc, si le foie il est ferme, donc il n'y a pas d'informations supplémentaires, mais s'il est pierreux, on pense donc à une pathologie tumorale. Il y a aussi la sensibilité, si l'hépatomégalie est douloureuse ou pas. Si le foie est douloureux, là, on a deux diagnostics. Soit c'est une tumeur, soit c'est un problème vasculaire. C'est une congestion du foie par du sang qui vient, entre autres, par exemple, du cœur qui est insuffisant. Donc, une insuffisance cardiaque droite, elle va entraîner l'incapacité du cœur de pousser le sang en haut vers le poumon. Donc, le sang va stagner, en tout cas une partie, dans le ventricule droit, dans les veines succépatiques, dans la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, les veines succépatiques et dans le foie. Et qu'est-ce qui fait mal? C'est la capsule du foie. Plus la capsule du foie, elle s'étend, elle s'extend comme ça, il y a une stimulation des terminaisons nerveuses et là, il y a une douleur. Et là, quand on palpe le foie, il est douleur. Donc, soit c'est une distension du fait de la progression de la tumeur, soit c'est une distension donc, vasculaire. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'on doit donner comme, je vais répondre par la suite pour la circulation veineuse collatérale. Donc, ce qu'on doit avoir comme donc, données pour l'hépatomégalie. Donc, si vous dites qu'il y a une hépatomégalie, ok, vous allez me dire, la flèche, elle est à combien? Par exemple, elle est à 14 cm, à surface hépatique lisse, de consistance ferme et indolore. Donc, ça, c'est ce qu'on vous demande quand vous trouvez une hépatomégalie. Et là, pour la splénomégalie, il faudra préciser combien de centimètres par rapport au rebord costal et au mieux, comme j'ai déjà expliqué, de mettre un schéma donc, de transcrire sur un calque. Alors, est-ce qu'on peut avoir aussi comme renseignement pour la palpation? Le bord inférieur du foie, oui, il ne faut pas l'oublier. Souvent, il est mousse, mais si jamais vous trouvez une hépatomégalie avec un bord inférieur tranchant, mince, là, il n'y a pas d'autre diagnostic que la cirrhose. Donc, si vous trouvez un bord inférieur du foie comme un couteau tranchant, on a l'impression que c'est vraiment un bord très, très mince et tranchant. Là, c'est un signe pathognomonique d'une cirrhose. Alors, le signe de glaçon. C'est quoi le signe de glaçon? En fait, il y a des cas particuliers où on ne peut pas faire la palpation comme on veut. Le cas le plus typique, c'est la présence de liquide dans l'abdomen, c'est l'acide. Quand il y a de l'acide, il y a une distension de la paroi abdominale, comme un ballon, mais qui est gonflé avec de l'eau. Il n'est pas gonflé avec de l'air. On ne peut pas le déprimer. Mais on a très souvent donc, envie d'avoir des données cliniques, d'examiner notre patient. Imaginez un médecin généraliste pour lequel il y a un patient qui vient et qui a une acide. Il veut avoir des données supplémentaires. Est-ce que ce patient il a une splénomégalie ou non? C'est un signe en faveur d'une hypertension portale. Et là, il va attacher l'acide à l'hypertension portale et donc au foie. D'accord? Dans ce cas-là, on peut s'aider de l'astuce du signe de glaçon. C'est quoi le signe de glaçon? C'est que la rate, par exemple, ça c'est l'exemple de la rate, mais c'est valable pour le foie, pour toute masse intra-abdominale, on va donc l'assimiler à un glaçon dans l'eau. Donc, regardez là, un glaçon qu'on va mettre dans l'eau. L'eau, c'est le liquide d'acide. L'examinateur, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si vous voyez la main de l'examinateur. J'ai l'impression qu'elle est toute fine ici. En fait, il va essayer d'appuyer sa main sur l'abdomen. Au niveau de l'hypochondre gauche, si on va chercher, par exemple, une présence d'une splénomégalie. Il va appuyer et puis il va lâcher brutalement cette pression, sans lâcher le contact avec la paroi abdominale. Il va appuyer, oui, il va appuyer, puis il va lâcher la pression sans lâcher le contact.
brutalement. Et donc, si jamais il y a une masse et que la rate, elle va remonter à la manière d'un glaçon dans l'eau, percuter la main de l'examinateur. Dans ce cas-là, on va dire on a un signe de glaçon qui est positif à gauche, ce qui témoigne de la présence d'une splénomégalie. Donc là, vous avez une astuce. Il ne faut pas dire, si jamais, comme nos internes, malheureusement, qui viennent au début dans le service, examen abdominal gêné par la présence de l'acide. Il passe, non? Est-ce que le signe de glaçon est positif ou pas? À droite, à gauche, etc. D'accord? J'espère que vous avez compris donc, ce signe de glaçon. Mais certes, quand je vais vous donner la vidéo, donc la deuxième vidéo, elle va mieux expliquer en pratique. Alors, la masse abdominale, maintenant. Bien sûr, il faut chercher l'existence d'une masse. Si jamais vous avez trouvé une masse, il faut préciser sa localisation, son siège. C'est une masse, par exemple, qui siège au niveau de la région périombilicale et qui s'étend ou qui empiète sur la région donc, épigastrique. Elle est à limite régulière ou pas? Est-ce que son grand axe, il est de combien? Donc, est-ce que ces rapports avec les plans superficiels ou profonds, est-ce qu'elle est mobile avec les plans superficiels, c'est-à-dire la peau? Est-ce qu'elle est mobile avec les plans profonds ou alors elle est fixe? Et donc, tout cela, c'est important pour caractériser cette masse et pour évoquer certains diagnostics. L'hernie pariétale, on a déjà vu une hernie ombilicale, on peut trouver une hernie cis-ombilicale ou une hernie sous-ombilicale, une hernie inguinale. Il faudra bien sûr rechercher, palper et apprécier est-ce que c'est une hernie compliquée ou pas. Vous savez, une hernie donc, non compliquée est une hernie indolore. C'est une hernie qui est qu'on peut facilement la réduire, réductible, impulsive à la toux. Quand on vous demande à la personne de tousser, cette hernie, elle va sortir. Et donc, c'est les caractéristiques d'une hernie non compliquée. Par contre, une hernie compliquée, engouée ou même étranglée, c'est une hernie douloureuse, c'est une hernie irréductible. Et donc, c'est le contraire, non impulsif à la toux. L'examen des fosses lombaires, et là, il faudra complété par donc cet examen si on a une masse intra-abdominale et pour savoir si cette masse elle fait partie de la région rétropéritonéale ou pas, est-ce qu'elle a un contact lombaire. Si jamais cette masse elle a un contact lombaire, donc on va dire que cette masse est très probablement rénale, par exemple. Mais si jamais on n'a rien, il faut bien sûr examiner toujours les masses lombaires. Vous voyez avec le palpépi manuel en haut et en bas. Et donc, on va essayer de voir si la palpation est normale, si on palpe une masse, etc., si c'est douloureux. La percussion, donc la fameuse percussion, la technique de la percussion, il faut la faire en pratique. Je vous conseille donc de venir dans le service après le corona, bien sûr, et de faire la pratique au maximum, parce qu'on ne peut pas apprendre à percuter de manière théorique. Donc, le principe, c'est de percuter sur les doigts. Et si on est dans le thorax, il ne faut pas percuter sur les côtes, entre les côtes. Et donc, la percussion abdominale, maintenant, on parle de l'abdomen, il va rechercher les anomalies de la sonorité. Donc, est-ce qu'il y a un météorisme, c'est-à-dire une exagération du tympanisme normal? Normalement, quand on percute l'abdomen, on va écouter des gaz. Donc, c'est du tympanisme. C'est quelque chose de creux. Mais si c'est exagéré, c'est très, très tympanique, là, donc généralement c'est un abdomen distendu, là il faut penser à une occlusion, une subocclusion. Il y a donc du gaz qui est vraiment piégé, en quelque sorte, dans le tube digestif. Bien sûr, le contraire, c'est la matité, c'est la présence de l'acide. Donc là, on ne va pas du tout trouver de la sonorité, mais plutôt de la matité. Et donc, il y a les caractéristiques qu'on va voir avec l'acide en particulier. Donc, si c'est une acide libre, c'est une matité qui est déclive, qui suit bien sûr la pesanteur. Quand on tourne le patient, donc on va trouver que la matité est toujours en bas par rapport donc, à la pesanteur et qu'en haut, on a toujours de la sonorité. Donc, ça, c'est en faveur de la présence de l'acide, mais aussi tout kyste, toute masse abdominale, l'hépatomégalie, la splénomégalie, ça donne une matité. Parce que c'est plat, il n'y a pas de lèvres. D'accord? Le signe de flot, ça c'est quand on suspecte une acide libre notamment. Donc on n'a pas d'échographie encore, donc on est à l'étape clinique. Imaginez toujours que vous êtes dans le cabinet, vous allez donc raisonner sur les données cliniques
pour orienter votre patient. Donc, vous n'êtes pas sûr que c'est une matité, vous n'êtes pas sûr vraiment de la présence de l'acide, alors vous allez vous aider du signe du flot. Donc, il faut 2 examinateurs. Donc, vous voyez ici 3 mains. Donc, le premier, il va mettre sa main au milieu pour éviter la transmission de l'onde à travers la paroi abdominale. Et le deuxième, donc, il va mettre une main de part et d'autre, les 2 mains de part et d'autre, donc du milieu. Cette main va envoyer une chiquenote, d'accord, pour envoyer une sorte d'onde. Si cette onde est transmise par éventuellement le liquide, l'acide, vers la deuxième main, et on va parler d'un signe de flot positif. Dans ce cas-là, ça témoigne, c'est un autre donc, élément, argument en faveur de l'acide. La flèche hépatique, on l'a déjà vu, donc la percussion, elle doit préciser surtout la limite supérieure de la flèche hépatique, c'est la différence, c'est la limite entre la fin du tympanisme en haut, donc de la sonorité en haut, du tympanisme, de la présence de l'air dans le poumon, et le début de la matité en bas, c'est le début du flot. Alors, je vais voir s'il y a des questions concernant donc, la palpation. C'est quoi? Diagnostic d'acide, suspicion, hépatosplénomégalie. Je n'ai pas compris cette question de M. Loumi. Le signe de flot est fait pour confirmer la matité. Oui, entre autres, si vous voulez, si vous avez, c'est pas pour confirmer la matité, c'est pour dire est-ce qu'il y a de l'eau ou pas, est-ce qu'il y a du liquide ou pas. Oui, je suis pas sûre, je vais m'aider de ça, probablement. Donc, il y a oui, je doute s'il y a vraiment du liquide ou pas. C'est un signe en faveur de la présence du liquide, en faveur de la présence d'une acide. Le signe de flot, il faut 2 examinateurs. Le premier, il met la main au milieu de l'abdomen, comme vous avez vu. Le deuxième, il va envoyer d'une part une chiquenote, de l'autre côté, il va voir s'il sent ou pas l'onde. S'il sent l'onde, il sent quelque chose qui arrive. L'onde, il va arriver dans la deuxième main. C'est un signe de flot positif. S'il sent rien, il n'y a pas de... C'est un signe de flot négatif. Probablement, il n'y a pas d'acide. En tout cas, il n'y a pas assez de liquide pour transmettre cette onde. D'accord? Donc, c'est des signes cliniques, c'est des astuces pour rechercher, pour s'assurer s'il y a ou pas une acide. Alors, l'auscultation, ça existe aussi, l'auscultation abdominale. On n'ausculte pas que le cœur. Généralement, quand on a des doutes sur la présence ou non de bruit hydroaérique, parce que parfois, il y a des hypoclusions, de l'inertie, intra-abdominale, il y a une inflammation intra-abdominale. De ce fait, il y a ce qu'on appelle un nucléus donc paralytique, et les bruits hydroaériques ne sont plus là. C'est un silence auscultatoire, c'est un signe en faveur de la présence probablement donc d'un blocage intestinal et donc ce que je vous ai parlé donc de l'inertie et donc de l'uléus. Les souffles, on peut aussi trouver des souffles qui peuvent être artériels, notamment il y a une tumeur hépatique qui donne des souffles, qui donne un souffle particulier, c'est le carcinome hépatocellulaire. Imaginez, vous avez quelqu'un qui vient, qui a des douleurs d'hypocondre droit, vous palpez une hépatomégalie douloureuse, dure ou pas, c'est possible, si c'est dur, c'est en faveur d'une tumeur, si ce n'est pas dur, ça n'élimine pas, et vous auscultez, vous trouvez un souffle. Donc, vous allez dire, il y a une hépatomégalie douloureuse, avec la présence de souffle, ça évoque en premier lieu un carcinome hépatocellulaire. Pourquoi? Parce que cette tumeur, elle s'accompagne souvent d'anastomose artério-veineuse qui entraîne donc ce souffle donc, lié au passage du sang d'un vaisseau de gros calibre à haute pression à un vaisseau de petit calibre. Alors, la sténose aussi, sténose artérielle de l'aorte ou autre, on peut écouter un souffle artériel, surtout si la personne est maigre. Alors, l'anévrisme aussi, l'anévrisme de l'aorte, il peut entraîner des souffles. Les souffles peuvent être aussi continus et ça témoigne souvent d'une fistule artério-veineuse. Ou alors, il y a un cas particulier qui est rare, c'est vrai, mais qui est très évocateur quand on le voit, ce qu'on appelle le flux veineux portosystémique, c'est le syndrome de Crivellier-Baumgarten. Vous voyez ici, regardez si vous voyez là, l'ombilique, il devient une sorte de tête de méduse.
Donc, vous voyez ici un aspect bleuâtre. Et donc, comme s'il y a des vaisseaux sous la peau. Et donc, ça, c'est, si vous écoutez, vous mettez un stéthoscope, vous voyez, donc, vous allez écouter un souffle. Et ça, c'est témoin de la réperméabilisation des anastomoses artério-veineuses, entre autres, dans ce cas-là, ombilical, de la veine ombilicale, et qui est, donc, qui entraîne, crée ce flux portosystémique anormal et qui peut s'accompagner d'un souffle. Alors, c'est vrai que c'est assez théorique. Normalement, on va faire l'examen pratique. Vous allez comprendre d'une manière plus précise. C'est quoi l'anévrisme? Oui, c'est vrai que vous êtes en première année, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. L'anévrisme, c'est une dilatation anormale d'un vaisseau et qui peut y avoir donc des déhiscences de la paroi. Il y a l'anévrisme vrai où toutes les tuniques de la paroi vasculaire on les trouve, donc c'est une dilatation, hein, c'est un point de fragilité, et là on trouve la sous-muqueuse, la muqueuse, la muscule, etc., de toute la paroi artérielle, mais c'est une zone dilatée, elle peut être monstrueuse, elle peut aller jusqu'à 5, 6, 10 cm, il y a des indications opératoires, etc. Alors on met le stéthoscope dans l'abdomen quand on veut chercher s'il y a un souffle aortique, c'est au milieu, si on veut, on va ausculter le foie, une masse, on va ausculter la masse. Donc, d'une manière systématique, c'est tous les cadrans. Et si on a bien sûr quelque chose pathologique, on va le cibler. Alors, les autres gestes indispensables. Donc, une fois on a fait l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation, on a terminé l'examen de l'abdomen, mais il ne faut pas s'arrêter à l'abdomen. Il faudra palper toutes les aires ganglionnaires et notamment en digestif les susclaviculaires gauche. Pourquoi? On cherche le ganglion de Troisier. Le ganglion de Troisier, c'est un ganglion témoin d'une tumeur, d'une métastase ganglionnaire d'une tumeur digestive. Et donc, imaginez, vous avez quelqu'un qui a une plainte digestive, douleur, diarrhée, etc., constipation, et vous palpez, vous faites l'examen, tout est normal, vous palpez un ganglion de Troisier. Et là, vous êtes quasiment sûr que ce patient a une tumeur digestive, tumeur de l'estomac, tumeur du côlon, et qui a métastasé au niveau susclaviculaire. Donc, c'est très important, quel que soit, de faire la palpation de toutes les aires ganglionnaires, en particulier la susclaviculaire gauche. La palpation des orifices herniaires, ça c'est systématique aussi. Vous savez, une hernie peut être cachée, peut être étranglée. Généralement, elle est douloureuse et le patient en parle, mais parfois, il y a des patients qui sont très asthéniques, qui sont Alzheimer, qui sont débiles d'une manière ou d'une autre. L'interrogatoire est difficile, donc il faut palper tous les orifices herniaires d'une manière exhaustive et à la recherche d'une complication donc, de cette hernie. Ou alors même à la recherche même de l'hernie, hein, parce que parfois, en position couchée, on ne voit pas l'hernie. Hein. Et si vous mettez debout le patient, vous allez voir donc, la hernie, surtout si vous lui dites de tousser. Donc là, il faut faire l'examen systématiquement. Le toucher rectal, et le toucher rectal, il complète l'examen abdominal. Il ne faut pas faire un examen sans toucher rectal. Je me rappelle une fois d'une patiente qui avait une ascite, on ne savait pas, tout l'examen abdominal était normal, à part l'acide, on ne savait pas pourquoi elle avait cette acide. C'était une patiente de 49 ans qui n'a pas d'antécédent, aucune présentation pathologique. J'allais terminer l'examen quand je me suis donc rappelée, j'étais résidente, que je n'ai pas fait le toucher rectal. Alors, j'ai fait le toucher rectal et je tombe sur une tumeur du rectum, tumeur du bas rectum, et tout est clair. Il avait donc une tumeur rectale avec des métastases péritonéales, donc une carcinose. Et la site était néoplasique. Donc là, il ne faut pas oublier le toucher rectal, ni donc, le toucher vaginal associé aussi chez les femmes. Ça peut expliquer plusieurs pathologies. Et la tumeur de l'ovaire, c'est la première étiologie de l'acide chez les femmes âgées. Donc, le toucher rectal, il ne faut pas l'oublier. Les autres organes, d'une manière générale, on ne fait pas un examen abdominal tout seul. Bien sûr, l'examen cardiovasculaire, l'examen neurologique et tout. Par exemple, si on pense à une pathologie thyroïdienne, l'examen de la glande thyroïde, tout l'examen physique doit être fait d'une manière, comme j'ai dit dès le départ, précise et rigoureuse. Il ne faut pas négliger donc, les éléments qui peuvent expliquer les symptômes et faciliter le diagnostic. Donc, si on conclut
Et ça, ça se rapprochait un petit peu de la conclusion même de l'introduction de la sémiologie. Donc, chez un patient, si vous connaissez l'âge, le signe fonctionnel principal pour lequel il consulte, mais aussi tous les autres signes fonctionnels associés, digestifs ou extra-digestifs, les signes physiques, l'abdomen, ce que vous trouvez, ce que vous ne trouvez pas aussi. Si vous avez une acide et que vous n'avez pas de signe d'hypertension portale, vous n'êtes pas en droit d'évoquer la cause hépatique en premier lieu. Donc, s'il y a des signes, si vous ne trouvez pas donc, des pathomégalies qui évoquent une pathologie tumorale, chez un terrain qui n'a pas de prédisposition tumorale, pourquoi l'évoquer en premier lieu? Donc, là, les signes physiques, aussi bien négatifs que positifs, donc, sont importants. Les signes généraux, bien sûr, le retentissement, comme je vous ai expliqué. Vous allez émettre une, deux, trois, quatre au maximum hypothèses diagnostiques les plus probables dans un premier temps. Et donc, vous allez demander les explorations ciblées. J'évoque une pathologie, un syndrome de l'intestin irritable. Je ne demande pas chez un terrain donc, particulier, un tableau typique. En premier lieu, pas d'exploration. J'évoque plutôt une pathologie inflammatoire, je vais commencer par l'endoscopie. J'évoque une pathologie tumorale, je vais commencer par XY. Exploration radiologique, si j'ai une masse, je vais commencer par l'échographie abdominale pour rechercher l'origine de cette masse. Donc, l'examen, il va cibler, en plus de l'interrogatoire, c'est une synthèse. Et là, on va avoir des explorations ciblées et on ne va pas demander automatiquement chez toutes les personnes endoscopie, scanner, IRM, etc. J'espère que c'était clair. Je vais voir si j'ai d'autres questions pour lesquelles vous n'avez pas compris. Sinon, je vous encourage à poser les questions. Alors, c'est quoi la manœuvre de Murphy? J'en ai parlé, la manœuvre de Murphy, mais si vous voulez, c'est un signe plutôt qu'une manœuvre. Ça évoque une pathologie vésiculaire. Généralement, quand on pense à une cholécystite aiguë, on va donc passer l'échographe. Il y a le Murphy échographique et le Murphy à l'examen. Donc, si on passe la main au niveau de l'hypocondre droit, si la personne elle a une cholécystite aiguë, une inflammation de la vésicule biliaire d'une manière aiguë, elle va avoir mal, elle va crier. Donc, ça, c'est peut-être la manœuvre de Murphy, si vous voulez, mais c'est le signe de Murphy. C'est en cas de douleur abdominale aiguë qui évoque une cholécystite aiguë. Donc, et il y a le Murphy échographique quand on passe l'échographie au niveau, donc l'échographe au niveau de la région vésiculaire. Alors, le toucher rectal, il peut chercher plusieurs pathologies. Donc, il y a ce qui est digestif et il y a ce qui est extra-digestif. Ce qui est digestif, le toucher rectal, il va apprécier la paroi rectale, la paroi anale, la paroi rectale. Il va essayer de voir s'il y a une tumeur. Et je vous invite vraiment à faire des touchés rectaux, peut-être dans le cadre de la simulation, si vous avez l'occasion, mais après, chez les patients, pour toucher une tumeur rectale. Si vous avez touché une fois une tumeur rectale, vous n'allez jamais vous tromper. Les autres fois, vous allez savoir que vraiment, c'est une tumeur rectale. Mais sinon, vous pouvez aussi palper une muqueuse rugueuse, harsha, quand il y a de l'inflammation, c'est le cas de la rectocolite hémorragique, c'est une pathologie chronique, une inflammation chronique du rectum. Donc là, la muqueuse n'est pas lisse, elle est rugueuse. Ça, c'est ce qui est digestif, généralement. Et sinon, c'est extra-digestif. Je vous ai parlé donc, de la tumeur d'ovaire, de la palper, par le toucher vaginal, mais aussi parfois même le toucher rectal. Tout ce qui est utérin, d'une manière générale, chez la femme, s'il y a quelque chose qui bombe dans la paroi rectale, on va palper. Donc, on va, ce qu'on touche est normal, mais on palpe une masse qui bombe, ou alors, donc, tumeur du col, ou alors chez l'homme, la prostate. On peut apprécier la taille de la prostate, si elle est douloureuse ou pas. Donc, c'est plusieurs données qui peuvent nous aider. Donc, ces pathologies en cas d'adénome de prostate, en cas de tumeur de prostate, en cas de prostatite. Donc, ça, c'est vraiment par la suite, au fur et à mesure que vous allez donc, vous renseigner. Et bien sûr, s'il y a ou pas un saignement digestif, on va voir l'aspect des selles. S'il y a des selles, déjà, s'il y a un fécalome aussi, parfois des gens qui vous consultent pour constipation, vous palpez, vous touchez les selles, c'est des selles dures. C'est en fait un fécalome. Donc là, il faut vraiment évacuer. Donc, il y a beaucoup de renseignements pour le toucher. Le ganglion
Troisier. Le ganglion de Troisier, c'est un signe de métastase ganglionnaire d'une tumeur digestive. Souvent, il y a donc, les cellules tumorales, pardon, les cellules tumorales. Celui qui a le micro, s'il vous plaît, si vous voulez poser la question, ou alors il faut le fermer. Donc, pardon? Le ganglion de Troisier, c'est une adénopathie susclaviculaire gauche, au niveau de creux susclaviculaire gauche, là, d'accord? Là, si vous palpez une adénopathie, une masse, là, ça évoque une métastase ganglionnaire d'une tumeur digestive. C'est un signe indirect d'une tumeur digestive, tumeur du côlon, tumeur de l'estomac, tumeur du pancréas, d'accord? Parce qu'il y a, en fait, drainage lymphatique du type digestif, il passe directement en premier lieu dans cette adénopathie. Les causes de l'hépatomégalie sont nombreuses. Je vous ai parlé de l'hépatomégalie douloureuse causée par la tumeur du foie ou une tumeur du foie, soit bénigne, maligne, métastatique ou primitive. La congestion, le foie cardiaque, le foie vasculaire, donc dû à une stase du sang dans le foie, un problème vasculaire en amont. Il y a la cirrhose qui peut être, donc, qui peut entraîner hépatomégalie ou une atrophie du foie. Donc, les cirrhoses, on parle de macro, donc de cirrhose qui entraîne une hépatomégalie hypertrophique, donc une cirrhose hypertrophique. La cholestase aussi, elle peut entraîner une hépatomégalie. Donc, ça, c'est les principales étiologies. Donc, soit c'est une stase de cholestase, c'est-à-dire stase de la bile dans le foie. Ça entraîne une cholestase qui, si elle est chronique, elle peut entraîner une hépatomégalie. Donc, hépatomégalie de cholestase, hépatomégalie vasculaire, hépatomégalie tumorale et de cirrhose. Ça, c'est les principales étiologies de l'hépatomégalie. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Donc, avec la vidéo, ça sera mieux, j'espère, en pratique. Et donc, il y aura la deuxième, Inch'Allah, si on arrive à la télécharger rapidement. Je vais vous la mettre aussi dans le site, dans la partie du cours dernier. Hein, c'est à mon nom avec Dr Tari, c'est le dernier cours, le cours de l'examen. Il y a en fait deux cours, j'ai remarqué. Vous révisez à partir des deux. C'est le polycopier, bien sûr, qui est la référence. Ça contient beaucoup plus de détails. Mais ce que j'ai expliqué dans les diapos, c'est ce que je vous demande de connaître principalement. Et bien sûr, je ne peux pas tout dire dans les diapos. Et c'est des éléments, de ce que j'ai mis dans le polycopie, c'est vraiment l'explication. Vous ne pouvez pas réviser à partir des diapos. C'est difficile. Bon, j'espère que sur le plan théorique, c'est clair. On va attendre que vous allez pratiquer vraiment l'examen abdominal. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vraiment toujours évident et il faut de la pratique. Alors, le météorisme, c'est l'exagération du tympanisme. Beaucoup de gaz. Hein, vous faites la percussion, vous allez vous rendre compte que vous allez écouter beaucoup de gaz comme si l'abdomen est vraiment, voilà, vous percutez, c'est beaucoup de gaz dans l'abdomen, c'est ça le météorisme. Et on le trouve surtout en cas d'occlusion intestinale, blocage donc de la progression des aliments dû à un obstacle, qui peut être tumoral ou autre, même une strangulation, une sarnasourine, hein, ce qu'on appelle donc l'occlusion intestinale. Ça, c'est le météorisme. Voilà, donc je pense que vous avez plus de questions. Si jamais vous avez des questions lorsque vous allez réviser le cours ou vous allez regarder la vidéo, vous allez pouvoir poser vos questions sur le forum. Les explorations biologiques du foie. Non, c'est un cours ancien en fait. Vous n'avez plus vous suivez ce qu'on vous a présenté donc, dans les cours à distance. C'est un cours ancien, en fait, je vous ai dit, sur la plateforme, il y a des cours anciens. Donc, celui même de l'examen physique, il y a 2 cours. Donc, vous allez pas tenir compte des explorations présentées par les gastro, où c'était le cours des gastro. Donc, les explorations biologiques sont intégrées actuellement dans la biochimie. Il n'y a plus de cours exploration biologique.
Donc, pour les gastro, pour nous, pour l'équipe de gastro-entérologie, on vous a fait donc, les cours de l'examen physique et de la sémiologie. Et vous avez un troisième cours, à mon avis, donc le cours du docteur Stouro. C'est tout. Donc, il y a 3 cours. En plus de cours introductifs pour l'introduction, ça, c'est pas pour l'examen, c'est pour introduire donc, la sémiologie d'une manière générale. Donc, vous allez avoir 3 cours. Un cours présenté par moi-même, un cours de Dr Mnif, et le troisième cours, c'est vraiment les nouveaux supports. Vous avez 3 supports. Je ne me rappelle pas de... Ce n'est pas les explorations biologiques, c'est les explorations endoscopiques, à mon avis. D'accord? Donc, vous allez trouver 3 cours. Les cours anciens, non. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le forum. Et je vous remercie.